Le premier a eu lieu mardi dernier et avait été présenté par la société PMM et portait sur les nouveaux développements dans les milieux de culture utilisés pour le contrôle environnemental. La semaine prochaine, nous aurons le dernier webinaire qui porte sur les méthodes d'identification des isolats qu'on peut retrouver lors des contrôles environnementaux. Et donc, aujourd'hui, la session présentée par Brice Lantôme, ça se dit bien comme ça, Brice Lantôme, oui? Tout à fait, c'est Tout à parfait. fait, qui a récemment rejoint l'équipe de Microbiologics et qui va donc porter sur les tests de fertilité et le monitoring environnemental en pharma. Donc, Brice a déjà maintenant 20 ans d'expérience en microbiologie. Avant de rejoindre l'équipe de Microbiologics, il était chez Biomérieux. Il a également travaillé 2 ans chez Biotest et 3 ans aux États-Unis avec des missions en collaboration avec la Fondation Gates. Microbiologics, qui est un de nos collaborateurs que certains sans doute connectés connaissent déjà. Donc, c'est un fabricant qui propose des solutions faciles d'utilisation pour les souches ATCC, donc les souches utilisées comme contrôle pour les tests de fertilité de vos milieux notamment, et qui offre des solutions quantifiées et non quantifiées, que ce soit pour la validation également de certains équipements ou pour vérifier que les milieux de culture sont conformes. Donc, Brice, je te laisse la parole pour commencer cette présentation. Voilà. Oui, merci beaucoup Linda. Donc effectivement, je suis ravi moi d'être là aujourd'hui pour animer ce webinaire donc, sur les tests de fertilité et les contrôles environnementaux dans l'industrie pharmaceutique. Comme Linda vous l'a dit, donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience en microbiologie, avec notamment 15 ans passés chez Biomérieux au niveau du service client. Donc à la fois au niveau de la France, mais aussi partout dans le monde, et puis pour tout type d'applications, que ce soit industrielle, clinique, etc. Voilà, et j'ai récemment donc rejoint Microbiologics il y a 2 mois. Donc aujourd'hui, hop là, je vais juste. J'espère que tout le monde voit mon écran. Hop là, donc l'agenda d'aujourd'hui, donc effectivement, on va parler des tests de fertilité pour les milieux de culture. Et puis, ça va nous amener du coup sur les contrôles environnementaux et notamment les micro-organismes objectionable. Donc, on va revenir sur ce terme. Et puis, voir comment finalement, nous, Microbiologics, on peut vous aider à trouver des solutions. Donc, comme Linda vous l'a dit, LabConsult est certifié ISO 9001 et a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic, etc. Et propose une large gamme de produits innovants, que ce soit en termes d'équipement et de services. Et nous remercions LabConsult de distribuer les produits microbiologiques depuis 2016. Donc, effectivement, que sont les tests de fertilité? Donc, je pense que certains d'entre vous connaissent ou ont déjà été confrontés à cette question. Juste pour résumer, donc, les tests de fertilité qui concernent donc les milieux de culture sont là donc pour vérifier que les milieux de culture utilisés sont pertinents et vont permettre justement de pouvoir détecter les micro-organismes recherchés. Et puis surtout, d'avoir une certaine cohérence entre chaque lot, puisqu'il peut y avoir cette variabilité entre les lots, et donc être sûr qu'il n'y a pas de déviation, voilà, ou de variation trop importante. Donc, comme vous le savez, on va utiliser des produits, donc des micro-organismes en petit nombre, que l'on va donc inoculer sur ces milieux pour vérifier finalement les propriétés nutritives et donc garantir les propriétés nutritives des milieux. Tout ça, toutes ces informations sont mentionnées dans les réglementations générales. Donc,
notamment la pharmacopée. Mais vous savez, il existe différents types de pharmacopée. Donc, en Europe, c'est la pharmacopée européenne, mais il y a aussi la pharmacopée européenne et la pharmacopée japonaise. Donc, c'est vrai qu'ils ont essayé aussi de s'harmoniser un petit peu pour essayer de donner un peu les mêmes recommandations. Et vous verrez donc que ces tests de fertilité sont particulièrement bien décrits dans les chapitres pour les produits, fabrication des produits stériles et les produits non stériles. Donc pourquoi est-ce que les tests de fertilité finalement sont si importants? Avec l'expérience et dans le passé, on s'est rendu compte que beaucoup de rappels de produits étaient liés à des faux négatifs, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il n'y avait pas la présence de micro-organismes et pourtant ils étaient bien présents. Donc là, on voit sur le diagramme, par exemple, entre 2004 et 2011, malgré les efforts de chaque industrie pour essayer de mettre en place des contrôles, on voit quand même qu'il y a une augmentation du nombre de rappels. Donc, c'est pour ça qu'il faut être assez exigeant et assez strict à ce niveau-là, sachant que chaque rappel peut être source de maladies et de morts dans le pire des cas. Donc, les tests de fertilité, quels sont les critères? Donc là, vous avez 5 règles essentielles. Donc, pour tester, il faut tester chaque nouveau lot de milieu de culture. Et c'est là où on peut se poser la question, comment considérer qu'est-ce qu'un lot finalement? Qu'est-ce qu'un lot de milieu de culture? Pour la plupart d'entre nous, c'est vrai que quand on pense aux milieux de culture, notamment les milieux prêts à l'emploi, cela va correspondre à un numéro de lot. Mais en fait, là, ça va même un peu plus loin. C'est considérer finalement tout le parcours des milieux de culture. Donc, à partir du moment où ils sont libérés de chez le fournisseur. Donc, ça concerne le transport, le stockage, etc. Et donc, on va voir que cette notion de lot, elle est un peu élargie. Elle n'est pas vraiment liée qu'au seul numéro de lot. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra tester chaque milieu si il provient d'une livraison différente, s'il a été stocké différemment, etc. L'objectif est d'inoculer le milieu avec une quantité de micro-organismes connus, on va dire entre 10 et 100 UFC, CFU. Les micro-organismes utilisés ne devront pas avoir plus de 5 passages. Donc la notion de passage aussi est une notion qui porte pas à confusion, mais qui porte à discuter, parce qu'à quoi correspond un passage, etc. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on va faire une sous-culture du micro-organisme, on va considérer que c'est un passage. Donc là, on veut éviter d'avoir des risques de contamination, des risques de mutation, etc. Donc ce point est extrêmement important. Et quand je dis passage, c'est par rapport, bien sûr, à la culture de référence. On pourrait se poser la question, quels sont les micro-organismes à tester? Donc, ces micro-organismes sont listés donc, dans les guides et les réglementations en vigueur, notamment la pharmacopée. Et puis, la dernière règle concerne le facteur 2, c'est-à-dire qu'on va comparer des lots entre eux et il ne faudra pas qu'il y ait plus d'un facteur 2 en termes de dénombrement, de CFU, entre les deux lots. Alors, pour être plus précis, cette règle va s'appliquer pour tous les milieux qui ne sont pas sélectifs et puis pour les milieux gélosés. On verra qu'il y a d'autres critères après pour, par exemple, des milieux en bouillon ou des milieux sélectifs. Donc, en quoi consiste le test de fertilité? Pour tout ce qui est milieu non sélectif et pour les produits non certifiés non stériles. Donc, on va ensemencer le milieu utilisé, donc la plupart du temps, c'est un triptyque soja-agar, un TSA, et on va le comparer en fait au lot qui avait été précédemment validé. Donc c'est ça qui est intéressant en fait dans cette approche, c'est que on va comparer un lot que nous-mêmes avons validé, approuvé il y a quelques semaines ou quelques mois, que vous avez approuvé vous, dans le laboratoire, votre laboratoire de microbiologie,
Et donc, il ne faut pas plus d'un facteur 2 donc, lors du dénombrement. Par exemple, là, si on regarde les boîtes, les milieux de culture ensemencés, donc si au milieu précédemment approuvé, validé, on avait trouvé par exemple 40 CFU, là, on a une marge, on a le droit entre 20 et 80. Donc, comme je vous le disais, au niveau des réglementations et des guides, donc, si on regarde du côté américain, donc ça va être la pharmacopée américaine, pardon, c'est le chapitre 61, et pour la pharmacopée européenne, donc c'est le chapitre 2.6.12, qui concerne les tests de fertilité pour les milieux de culture. Et donc, il est bien mentionné clairement que pour les milieux de culture solides, la croissance ne doit pas différer de plus d'un facteur de 2 entre les lots précédemment validés et le nouveau lot reçu. Donc là, par exemple, je vais illustrer avec, donc on va considérer qu'on va utiliser donc un micro-organisme avec une concentration théorique à 70 CFU. On avait trouvé par exemple 22 CFU sur l'ancien lot, et là on teste le nouveau lot en parallèle et on trouve 32. Donc on est d'accord qu'on peut valider notre nouveau lot de milieu puisqu'on se retrouve bien inférieur au facteur 2 entre le lot précédemment validé et le nouveau lot reçu. Alors, au niveau des critères, donc là on a vu c'était tous les critères concernant les milieux non sélectifs. Pour les milieux sélectifs, les critères sont différents. Et dans ce cas-là, les réglementations sont peut-être un peu moins précises et vont mentionner qu'il faut trouver des résultats qui sont comparables. Et c'est là où des fois ça peut prêter à confusion déjà comment on interprète ce mot comparable. En fait, tout simplement, on ne va pas vraiment parler d'un test quantitatif, pardon, mais c'est plutôt un test qualitatif. Et donc, il va falloir vous-même comparer la croissance obtenue pour un milieu sélectif entre le lot précédemment utilisé et le nouveau lot. Donc là, il n'y aura pas vraiment de critères de dénombrement, c'est vraiment, il faut que ça soit comparable. Et vraiment, ce qui prête à confusion, c'est que parfois, on voudrait appliquer le facteur 2 aussi au milieu sélectif, mais en fait, ce n'est pas le cas. Là, dans un cas d'un milieu sélectif, puisque ce n'est pas quantitatif, c'est juste, il faut que ça soit à peu près comparable. Pour tout ce qui est milieu, donc les bouillons, donc là, on va comparer la turbidité, et pareil, il faut qu'elle soit comparable. Donc, on va regarder la pousse, donc la turbidité d'un bouillon. On va comparer entre le lot précédemment validé et le nouveau lot. Et bien entendu, il faut quand même toujours rester inférieur à 100 CFU. Et il est fortement recommandé d'ensemencer en parallèle des TSA pour avoir des contrôles et pour être sûr. Donc, on a vu que pourquoi est-ce qu'on fait ces tests? C'est pour montrer que la seule variable du coup dans notre test sera le milieu de culture et qu'à partir du moment où on a considéré que les lots sont acceptés, ça nous permet justement de valider et de pouvoir plus facilement rechercher l'origine s'il y a un problème, puisqu'on aura vraiment pris en compte toutes les variables et, et la seule variable du coup qui sera viable, ça sera le milieu de culture. Alors, une question intéressante, c'est vrai que sur les produits fournis, notamment chez Microbiologics, donc pour chaque souche, dans certains formats, on va utiliser ce qu'on appelle la mean EC value, donc la valeur moyenne donc, quantifiée en CFU. Et donc, certaines personnes l'utilisent vraiment comme une référence. Donc, effectivement, on peut l'utiliser comme une référence, mais
c'est pas forcément la meilleure façon de faire, dans le sens où nous, on donne cette valeur vraiment à titre indicatif, à titre informatif. Ce qui est important, c'est qu'on soit inférieur à 100 CFU par inoculum. Et par conséquent, la variabilité, elle existe. On sait qu'elle existe. Vous, dans votre laboratoire de microbiologie, vous n'avez pas les mêmes techniciens, les mêmes techniques, peut-être les mêmes incubateurs, etc., que nous, chez Microbiologix. Donc, il y a cette variabilité, et c'est pour ça qu'on ne pourra pas garantir à 100% cette MINEC value. Voilà. Donc, l'objectif, nous, c'est de vous donner à titre indicatif cette valeur pour que vous ayez une idée, mais à cause de la variabilité, vous n'allez pas forcément trouver exactement cette valeur lorsque vous allez ensemencer les milieux à partir de nos souches. C'est toujours indicatif, mais ce n'est pas sûr. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, le plus important de la meilleure pratique, c'est d'avoir juste le milieu comme variable et éliminer tout ce qui peut être température, atmosphère, opérateur, méthodologie et temps d'incubation. Si on regarde les risques et les coûts que cela procurait au niveau de la maintenance des souches, donc il y a 5 points. Le temps. C'est vrai que quand on doit entretenir un souchier, ça prend beaucoup de temps. Donc un temps déjà de mise en place, après de logistique, de faire un suivi. Donc c'est vraiment assez fastidieux. Et puis à chaque fois qu'on veut utiliser une souche, il faut anticiper, préparer les cultures, etc. Un deuxième risque qui est un des plus importants, c'est le risque de contamination. Un risque de contamination qui peut arriver, on pense, on a bien congelé nos souches dans le congélateur, mais en fait, soit on s'est trompé, il peut y avoir un problème aussi de mutation, un problème d'étiquetage, c'est-à-dire qu'on pensait avoir bien étiqueté, on s'est trompé quand on étiquetait, donc on n'a pas du tout la bonne souche. Voilà, on peut aussi perdre des souches, etc. S'il y a une panne, par exemple, de l'équipement, du frigo, du congélateur, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte comme risque important. Un autre point, c'est la préparation, puisque là, on veut des inoculums qui soient quantifiés, donc on veut être inférieur à 100 CFU. Parfois, ça peut être un peu fastidieux et laborieux de préparer des solutions, des suspensions avec cette concentration. Et ça peut peut-être demander de répéter l'opération pour être dans la cible. Donc, c'est pas très pratique. En termes de validation, c'est vrai que s'il faut valider la technique de conservation de la souche, la méthode pour compter les colonies, et puis la date d'expiration des produits ou des souches, c'est compliqué, ça demande du temps, ça demande de faire beaucoup d'administratifs. Voilà, donc c'est pas très simple à mettre en place. Et puis le dernier point, donc c'est la responsabilité, puisque c'est vrai que lorsque l'on gère soi-même son souchier, s'il arrive le moindre problème, on sera responsable, voilà, parce que on sait pas, on n'aura peut-être pas non plus la traçabilité complète, et on ne pourra peut-être pas remonter jusqu'à la souche. Et tout ça, ça va demander du temps, ça va être coûteux. Donc c'est quand même plus facile d'utiliser des souches qui sont prêtes à l'emploi. Et c'est pour ça qu'au niveau de Microbiologics, donc avec 50 ans d'expérience, on peut vous proposer des produits vraiment adaptés, notamment aux tests de fertilité, avec la gamme Easy AccuShot, Easy CFU, One Step, Easy CFU. Donc concrètement, ce sont des souches qui sont prêtes à l'emploi, qui sont lyophilisées. Vous avez juste à redissoudre. Alors soit c'est souvent c'est sous forme de petites pastilles, donc à dissoudre dans un fluide, et c'est utilisable pratiquement extemporanément. Il faut juste mélanger, et après donc vous pouvez utiliser directement la suspension. Il n'y a pas d'étape supplémentaire, il n'y a pas de pré-incubation, etc. Enfin, c'est assez simple. En transition, sans transition, c'est vrai que
si on considère les germes de l'environnement, on va se dire quels sont les germes présents dans l'environnement afin d'éviter les rappels. Et c'est tout naturellement que l'on se pose la question des micro-organismes, donc en anglais objectionable. Alors, ça, source à polémique, de quoi on parle, comment les traduire. On peut considérer que ce sont des micro-organismes que l'on ne veut pas retrouver dans les produits, donc qui ne sont pas désirables. Ce sont des produits, voilà, des micro-organismes qui peuvent devenir nuisibles, donc sur lesquels on peut discuter, qui sont discutables. Pourquoi? Parce que, alors, voilà, si on veut définir ces micro-organismes, on peut résumer en disant qu'ils peuvent créer, donc être à l'origine de maladies, de blessures. Ils peuvent affecter le produit à plusieurs niveaux, soit la stabilité du produit dans le temps. Ça peut être également le récipient dans lequel est le produit, le système de fermeture, donc, et créer peut-être un produit qui était censé rester fermé ne va pas rester fermé puisqu'il y aura une pousse de bactéries. Ça peut être également, il peut avoir un effet sur les principes actifs, mais aussi, je pense, sur les excipients. Donc, faire attention et produire du coup des odeurs, peut-être des goûts, des arômes qui ne sont pas attendus ou désirés. Et puis surtout, par exemple, une souche que l'on ne considère pas forcément pathogène, elle peut-être voilà, grandir, pousser en grande quantité et se retrouver en quantité supérieure aux critères, aux réglementations. Ça peut aussi être une souche ou une bactérie qui peut être présente en très petite quantité, mais qui est très virulente ou qui peut avoir un pouvoir infectieux très grand, même à petite dose. Et puis, on ne sait pas, peut-être des souches qui sont résistantes à certains antimicrobiens. Alors, quelle réglementation faut-il suivre? En Europe, donc c'est la pharmacopée européenne, le chapitre 5.1.4, qui concerne du coup la qualité microbiologique des produits ou des préparations pharmaceutiques non stériles et des substances pour un usage pharmaceutique. Et aux États-Unis, c'est donc la pharmacopée européenne USP, c'est le chapitre 1111, donc avec l'examination microbiologique des produits non stériles. Et donc, il vous donne dans ce chapitre les critères d'acceptation pour les préparations pharmaceutiques et les substances à usage pharmaceutique. Donc, sur ce tableau, on retrouve ces critères donc pour les quelques souches. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent la route d'administration, donc la voie d'administration, où on voit que selon cette voie, on ne va pas considérer, on ne va pas prendre en compte les mêmes critères, que ce soit pour un Escherichia coli, un Staphylococcus aureus, etc. Donc, les critères sont différents selon la voie d'administration, puisque ça va entraîner un risque qui sera différent selon la voie d'entrée. D'autre part, donc cette liste, elle n'est pas exhaustive, pas forcément complète, et c'est à chacun de réfléchir au type de micro-organismes qui peuvent être rencontrés dans l'environnement par rapport aux matières premières qui sont utilisées à la production et les process de fabrication également. Donc ces risques, comme on a dit, dépendent de plusieurs facteurs. Donc là, sur le diagramme, vous voyez, on a le top 5 des micro-organismes les plus rencontrés dans les rappels. Donc en numéro 1, vous avez donc Burkholderia cepacia avec 34%, puis suivent donc les moisissures et les levures, Pseudomonas, les entérobactéries et Bacillus cereus. On considère bien que certains gènes peuvent devenir pathogènes, affecter le produit et peuvent être des contaminants de l'environnement. Donc, finalement, comment peut-on faire pour détecter ces micro-organismes non désirés? Forcément, il faut utiliser des techniques
avec des techniques d'isolation performantes, d'isolation, d'identification, le trending and tracking, donc tracer, avoir des capacités de tracer et de repérer ces souches-là, et puis faire une revue des données que l'on a pour pouvoir être décisionnaire et pouvoir prendre les bonnes actions. Si on est confronté donc à ce type de micro-organisme, que pouvons-nous faire? Donc, bien entendu, la première étape, c'est de pouvoir l'isoler, faire une culture pure, le caractériser, et puis essayer de faire une analyse de risque par rapport à notre produit et bien sûr aux consommateurs. Dans ces risques, on voit qu'il y a une hiérarchie. Donc, on part tout à gauche, si on parle de comprimés, par exemple, donc là, le risque est plutôt faible. Et plus on va à droite, plus on va vers des produits, des sprays, des aérosols, où là, on se rend compte que les risques sont plus élevés. Alors, un petit exemple des rappels microbiologiques qui ont eu lieu entre 2004 et 2011 par la FDA, donc aux États-Unis. Donc, on en a eu 642. Donc, 78% concernaient des produits stériles et 22% des produits non stériles. Et en termes de classification, donc ça représentait donc les produits médicaux, donc 65%, les produits pharmaceutiques 15%, puis donc on a les produits cosmétiques à 7%, et puis on se retrouve en faible les probiotiques et les compléments alimentaires. Au niveau de la FDA, il y a trois chapitres dans la FDA, donc les recommandations de la FDA. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on voit bien qu'il y a trois chapitres importants qui mentionnent ces micro-organismes et qu'il faut absolument être capable de se poser les bonnes questions pour pouvoir les détecter et les prendre en compte et prendre les actions nécessaires. Donc, comment conserver des produits avec une sécurité maximum par rapport à ces micro-organismes? Donc, bien sûr, il faut avoir des bonnes pratiques de fabrication, ce qui signifie avoir du personnel correctement formé. Au niveau de la fabrication, par exemple, essayer de contrôler le système d'eau, puisqu'on sait que c'est une des sources importantes de contamination et d'apport de micro-organismes. Toutes les procédures, notamment les procédures de désinfection, doivent être bien validées. Essayer aussi de contrôler tout ce qui peut être nuisance, nuisible, etc. Et puis, avoir des programmes de contrôle environnementaux bien établis selon les réglementations en cours. On peut également tester le produit, donc en faisant des tests, des dénombrements, des énumérations, à la fois pour les germes généraux, mais aussi pour des germes plus spécifiques. Au niveau de l'environnement, donc contrôle de l'environnement, donc ces contrôles-là, on sait que ce sont les contrôles de l'air, des surfaces, de l'eau. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on travaille en zone atmosphère contrôlée, en zone blanche, avec des isolateurs, il faut redoubler de vigilance et être très attentionné par rapport à tous ces micro-organismes. Donc, il faut être capable de les isoler, de les identifier. Et pour tout ce qui est les tests sur ces micro-organismes, pour voir les dénombrer également. Sur cette diapo, donc, vous pouvez voir différents chapitres, notamment de la pharmacopée européenne, dans lesquels sont mentionnés ces micro-organismes non désirables, notamment
donc tout ce qui est qualification des désinfectants, donc les tests de fertilité, mais les méthodes aussi de neutralisation, les tests de l'eau, et puis tout ce qui est au niveau environnement. Donc ça, on voit bien que plusieurs chapitres de la pharmacopée américaine sont concernés par ces micro-organismes. Concernant les micro-organismes de l'environnement, qui sont une des sources principales, on peut avoir plusieurs problèmes au niveau pour aborder ces micro-organismes, dans le sens où ils peuvent rapidement perdre leur aspect sauvage après plusieurs cultures. Attention à ne pas dépasser les 5 passages qui sont recommandés par la TCC notamment. Attention aussi, quand on fait la préparation des suspensions, être sûr qu'on peut arriver à cibler la bonne concentration, parce que sinon, ça peut engendrer des faux résultats. Et puis, peut-être que parfois, il faudra pouvoir réfrigérer les suspensions pour plusieurs jours, et ce n'est pas toujours possible. Une question importante, c'est, mais finalement, combien de souches de l'environnement sont à considérer? Avec l'expérience, il est montré qu'entre 2 et 6 souches est le nombre le plus fréquent de souches environnementales à considérer. Bien entendu, ça dépend du type de production, de l'environnement, etc. Au niveau de l'eau, souvent, vous avez entendu parler des Ralstonia. C'est vrai que c'est le point noir aujourd'hui. Au niveau des flores humaines, plutôt des staphylocoques. Pour les champignons, on entend les Zygosaccharomyces, les Cladosporium. Et puis, des souches très critiques comme Burkholderia cepacia, Bacillus cereus. Pareil, là récemment, il y a eu pas mal de papiers là-dessus et de recommandations, et notamment Burkholderia cepacia qui a fait l'objet donc de nouveaux chapitres dans la pharmacopée, puisqu'il faut vraiment être vigilant à ce sujet-là. Combien de temps les garder? C'est vrai que selon le système de conservation que vous allez utiliser, vous pouvez peut-être les garder 1 an, mais qui dit que ça ne va pas réapparaître dans 2 ans, 3 ans. Donc, il faut vraiment penser, il faut avoir une approche long terme et pas court terme. Comme je le disais, bien entendu, par rapport à ces souches, il faut prendre en compte votre activité, le type de produit, les process de fabrication, quelles sont les sources qui peuvent être contaminées. Et puis, donc, voilà, les produits, à la fin, quels sont les ingrédients. Voilà, donc tout ça est à prendre en compte. Et puis, les origines, donc l'eau, les opérateurs, les matières premières, l'air, les récipients, etc. Ici, donc, on a quelques exemples de micro-organismes non désirables. Donc, les Burkholderia cepacia, où on a vu qu'elles se retrouvaient essentiellement dans les eaux, sur les surfaces, dans les lingettes, dans les sprays, aussi au niveau des crèmes, des lotions, des huiles. Pour les levures et moisissures, on en trouve beaucoup dans l'air et sur les surfaces. Le Bacillus cereus, on a vu que ça peut être dans les comprimés, pour la nutrition parentérale, aussi sur les antibiotiques. Pseudomonas, vous pouvez le trouver dans les petits gels pour les mains, dans le dentifrice également, et les entérobactéries dans les savons, les shampoings, des lotions, etc. Ici, donc, nous avons d'autres exemples, juste pour montrer qu'on peut vraiment retrouver des micro-organismes, comme par exemple Elisabethinia meningoseptica sur des compresses de iodine, par exemple, ou des kits de collection du sang. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer la présence de ces micro-organismes un peu sur différents types de supports. Donc, que devons-nous retenir un peu de ces micro-organismes? Donc, se dire que ces micro-organismes non désirables, ce ne sont pas forcément les mauvais micro-organismes, seulement les pathogènes.
Comme on a vu en introduction, voilà, on a une définition un peu large de ces micro-organismes. Il faut vraiment considérer tous les risques et notamment bien faire les contrôles environnementaux et conserver ces micro-organismes sur la durée pour être capable, voilà, de pouvoir investiguer si nécessaire et de pouvoir challenger les milieux si possible. Justement, pour la conservation de ces souches, c'est un des plus grands défis aujourd'hui pour toutes les industries. Si on considère de la conservation à court terme, donc on pense par exemple tout simplement à de la réfrigération. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher, mais il y a des grands risques, risques de contamination, de mutation. Rapidement, on va dépasser les 5 passages et puis on peut perdre au cours du temps des caractéristiques sauvages des souches. Une deuxième alternative est la congélation à -20 degrés, sachant qu'elle est validée pour 1 an, donc c'est valable 1 an. Donc ça, c'est le côté positif parce que c'est 1 an, mais un an, ça passe vite. Et puis, pareil, on ne peut pas trop évaluer les lésions cellulaires, s'il y a des cristaux, de glace, etc., comment se sont formés les cristaux, les risques de contamination. Il y a la maintenance de tous les équipements, les congélateurs. Et puis, il y a un risque aussi de perdre ces souches, qu'elles soient mal étiquetées, etc. Donc, si on considère une conservation à plus long terme, donc avec une congélation basse température ou cryogénique, donc on va réduire la probabilité de mutation des souches et on aura un taux de survie plus long, mais ça demande toujours beaucoup de travail, de préparation, de maintenance. Il faut pouvoir contrôler tous les équipements, avoir une traçabilité complète. Et puis, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une panne, d'un problème électrique, et donc un risque de perdre toutes les souches. Le dernier point, c'est la lyophilisation, qui paraît intéressante puisque ça permet de réduire les risques de lésions cellulaires, intracellulaires. Ça permet d'arrêter les réactions chimiques et c'est un stockage plutôt facile qui ne demande pas beaucoup d'attention. Il faut néanmoins donc des équipements spécialisés pour créer la lyophilisation, faire de la lyophiliser les produits, aussi une expertise. Donc, c'est assez intensif au niveau du laboratoire. La dernière option, du coup, c'est de faire sous-traiter finalement ou d'avoir un fournisseur extérieur. C'est le cas, donc, par exemple, pour Microbiologics, donc avec une société accréditée qui est bien formée pour de la conservation à long terme et avec un format facile à utiliser et prêt à l'emploi qui garantit donc une mine assay value, donc un certain CFU, un certificat d'analyse. Donc effectivement, ça demande un investissement initial, mais sur le long terme, c'est ce qui est plus avantageux. Et bien sûr, avoir confiance dans le fournisseur. Par exemple, pour rappel, donc Microbiologics, nous avons 50 ans d'expérience dans la production de souches de référence, des souches de contrôle qualité. Comment pouvons donc nous vous aider? Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, si vous avez besoin d'avoir la conservation de vos souches, on peut le faire à la demande. Donc, vos souches, votre format, pour votre confort. La procédure est assez simple. Donc, première étape, forcément, il faut identifier les souches que vous suspectez. Vous pouvez contacter donc l'AppConsult avec le type de micro-organisme, les milieux de culture et les conditions de croissance de la souche, la fréquence à laquelle vous pensez utiliser la souche, et puis la quantité dont vous aurez besoin selon votre plan d'expérience ou votre plan d'action. Microbiologics reviendra vers vous donc avec une évaluation, une offre donc pour la mise en place de ce produit
customisé et le prix. Donc, vous serez informé par le distributeur et si tout est OK, on pourra donc commencer la production dans nos locaux. Pour entrer dans le détail de l'offre, donc dans l'offre, c'est non seulement donc une identification avec la masse spectrométrie, mais aussi avec un séquençage 16S. On propose donc des produits prêts à l'emploi avec une durée de vie de 2 ans, un coût qui comprend donc la mise en place du produit, la création du produit et 4 kits à minima. Les produits, donc, ce sont des produits lyophilisés qui peuvent être transportés à température ambiante et stockés entre 2 et 8 degrés. Donc, nous, on va vous garantir avec les certificats donc l'origine, la traçabilité de la souche, la concentration et une validité de 4 ans. Et bien entendu, tout ça peut être fait en complète confidentialité. Ça dépend voilà, de chaque personne et de chaque produit qui seront effectués. Donc, juste pour résumer, un point à retenir, c'est vrai que les contrôles environnementaux sont critiques dans les industries pharmaceutiques. Nous sommes un des seuls fournisseurs de souches donc, qui sont customisées à un prix abordable, avec quelque chose à mettre en place qui est assez simple, afin que vous puissiez utiliser donc ces souches dans un format facile à l'emploi, facile à utiliser, rapide. Et bien entendu, pour toute question, nous serons présents. Pareil, si vous avez des questions sur notre process de fabrication, on fera un plaisir voilà, de vous expliquer. Idéalement, si vous pouvez venir visiter, pour le moment, ce n'est pas possible, mais dans un futur, on espère que ce sera nouveau possible. Pareil, si vous voulez venir nous auditer, c'est avec grand plaisir que nous pourrons vous faire visiter nos locaux. Donc, juste pour résumer, si vous êtes intéressé par cette offre-là, bien entendu, vous pouvez contacter Lab Consult avec l'équipe, donc Linda, Sam, etc., qui sont là pour vous. Et bien entendu, n'hésitez pas voilà, à contacter Lab Consult ou nous contacter directement pour toute question, même si vous avez peut-être des futurs projets. Voilà, on se fera un plaisir de discuter avec vous des solutions qui sont possibles et qu'on pourra envisager ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brice. Très gentil pour cette présentation vraiment complète. Alors, comme je l'avais dit au début, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, donc dans l'onglet conversation. Et je vois qu'on a déjà une question qui a été posée. C'est vrai que tu as un peu parlé des référents, enfin des souches. Est-ce qu'il existe des documents officiels ou des références où on peut trouver ces fameuses souches indésirables dans des applications bien précises, notamment comme les zones blanches? Je ne sais pas si c'est zones blanches de façon générale ou est-ce que c'est forcément lié aux produits qui sont fabriqués dans les zones blanches. Je ne sais pas. Alors, effectivement, aujourd'hui, les réglementations, elles sont assez générales et elles ne rentrent pas forcément dans le détail. Au niveau des zones blanches, il y a eu des articles qui sont parus, donc que je pourrais vous envoyer. Ça peut être bien. Et toujours pareil, ce sont, on va dire, des recommandations. Il n'y a pas vraiment de choses strictes. Hein, voilà, c'est un peu avec l'expérience que chacun peut appréhender en fait finalement ces souches, les souches présentes au niveau des zones blanches, par exemple. Ah bah écoute, ce serait pas mal en effet si on peut avoir les publis. Alors je les Oui, dispatche aux différentes personnes qui ont participé comme ça. Et c'est toujours intéressant en effet. tout à fait. Je ne sais pas D'autres s'il y a questions? d'autres questions. Ouais. Pour le moment, non. Peut-être que... N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez d'autres questions qui arrivent par hasard ou plus tard ou quand vous serez au labo.
N'hésitez Merci pas, beaucoup. même, ouais, même a posteriori, à poser des questions. Et vraiment, même si c'est juste pour, voilà, vous avez une problématique, enfin, moi, je serais ravi de pouvoir discuter avec vous ou avec, on peut même créer avec l'App Consult une discussion. Ouais. Bah, Voilà, moi, pour être honnête, pour en avoir déjà discuté avec certaines personnes qui travaillent dans des labos et qui n'utilisent pas Oui, encore des souches usines, comme on appelle ça souvent, parce qu'ils ne savent pas lesquelles sélectionner, en effet, dans oui, lesquelles choisir, et c'est pas toujours évident, parce que généralement, on n'identifie pas non plus toujours ce qui est c'est vrai, pas que c'est ça vrai. pousse. Et Si on doit identifier à chaque fois qu'il y a un truc qui pousse, on ne s'en sort pas. Donc maintenant, c'est vrai que s'il y a des publications ou note que dans la présentation, il y a déjà des choses intéressantes sur base de quels produits les gens fabriquent, quel genre de exactement. souche. En fait, on a déjà, c'est un peu dichotomique avec des critères, ce qui permet déjà Mhm. d'éliminer un petit peu, voilà, Ouais. et puis savoir quel type de souche on peut rencontrer. Et après, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu plus d'expérience, de retour des clients, etc. Même si, voilà, je comprends que certains clients ne veulent pas, voilà, dire bah, on a trouvé telle ou telle souche, mais c'est vrai qu'avec le retour qu'on a, on commence à avoir une certaine base de données. Et on peut, je pense, essayer déjà de construire quelque chose à partir de ça, notamment lors de la discussion. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il faudrait identifier systématiquement quand on détecte quelque chose pour bien faire. C'est C'est mieux. de pouvoir identifier et au moins, ça fait, voilà, on a la carte d'identité, on a la base de données et puis si du coup un jour on a un doute, etc., on peut plus facilement voilà, revenir sur ce qu'on avait identifié. Mhm. Moi, j'ai une bête question aussi qui revient par Oui, rapport au début de la présentation. Quand oui, concernant les tests de fertilité, quand c'est un labo qui se lance ou qui n'a jamais fait de test de fertilité, du coup, il ne peut pas se comparer à l'ancien lot et aux résultats de l'ancien lot. Donc, comment est-ce qu'on démarre des tests de fertilité pour la première fois? c'est une bonne question. Alors, des fois, quand on a un réseau, c'est vrai que ça permet peut-être d'utiliser un autre lot qui avait été validé par un confrère, ou si c'est une grande entreprise, peut-être qu'entre labos, ils peuvent déjà voilà, s'entraider. Et sinon, après, il faut commencer. C'est vrai qu'il faut, voilà, il faut tester un premier lot. Mhm. Euh, et puis, peut-être le Et faire en... utiliser des souches quantifiées, et là, peut-être se Oui, baser et voir si ça grandit dans des zones de chiffres oui, exactement. raisonnables. OK. Je me suis toujours posé cette question. C'est vrai. Bon, on n'a pas eu d'autres questions entre-temps, donc je pense que ça viendra peut-être par la suite, et c'est vrai que si on peut recevoir en effet quelques articles, Oui, à transmettre aux participants, ce serait bien. eh bien, super. Je Super. t'enverrai tout ça. Merci beaucoup, merci à tous, Merci à vous. d'être venus. Merci pour l'attention. Oui. N'hésitez pas à nous rejoindre mardi prochain pour la dernière session, justement sur les identifications, ce qui peut être utile en effet, puisqu'on vient de discuter. Merci beaucoup et au revoir. Merci à tous. Excellent Au après-midi. revoir. Au revoir.